Voilà, Monsieur Poisade, cher professeur, est-ce que vous pourriez éventuellement activer votre caméra, si ce n'est pas trop vous Elle n'est demander? pas activée. Non, elle n'est pas activée. Non, on ne vous voit pas. On vous entend, Voilà. cela dit très bien, mais là, Ah, là, voilà. Est-ce que voilà, là, vous me voyez là? là, c'est parfait. Bon, très bien. Vous me voyez à peu près. Là, c'est Oui, parfait. Voilà. Là, donc là, voilà. ça y Parfait, est. parfait. Et là, normalement, tout le monde vous voit. Voilà. C'est bon. Là, on va pouvoir commencer. Sur le plan de la technique, euh, c'est lancé. Alexandra, est-ce que vous souhaitez introduire notre cher professeur, M. Denis Poisin? Alors, très bien. Alors, Denis Poisat, bon, je pense qu'il se présentera encore mieux que je le présenterai. Mais donc, a été le directeur de l'Université Lyon 2 et est actuellement encore non, professeur des universités là-bas. Il enseigne la philosophie de l'éducation, c'est bien ça, Oui, professeur aussi, Poisat? oui. En l'occurrence, voilà. Et ce soir, j'ai tenu à l'introduire pour la première conférence culturelle que j'organise avec Nissim, parce que c'est pour moi une figure, une figure universitaire importante qui transmet des messages, de grands messages avec une grande humilité et avec des mots qui s'adressent à tout à chacun. C'est-à-dire que l'étudiant de première année de licence comme l'étudiant qui est post-doctorant peut tout à fait assister à ces conférences, les comprendre. Et on a eu cette impression entre les étudiants que lorsqu'il fait une conférence, il s'adresse à chacun d'eux. Donc pour moi, c'était important d'organiser une conférence durant laquelle chacun pourra se sentir complètement dans le sujet et qu'il puisse repartir vraiment avec un fil conducteur dans sa tête et avec une valise pour lui dans sa vie. Voilà. Monsieur Poisat, je vous donne la parole. Eh bien, merci Alexandra, merci de votre accueil, merci Monsieur le rabbin Nissim Malka de votre accueil à cette conférence. Je suis très honoré de pouvoir participer à vos activités culturelles en l'occurrence, puisque je suis là à titre universitaire. Et alors, le titre de la conférence, enfin en tout cas de la causerie, de la discussion qu'on va avoir, parce qu'il y aura peut-être des questions après mon intervention, est le suivant: peut-on transmettre et apprendre à distance? Alors, le titre, évidemment, paraît être extrêmement simple, mais vous le savez, souvent, le diable niche dans les détails. Alors, de quel point de vue je parle? Je parle comme universitaire et je parle aussi donc comme professeur, comme enseignant, comme professeur, mais je parle aussi comme élève parce que finalement, dans nos vies d'enfants et d'adultes, y compris d'adultes, on a tous des occasions d'apprendre et des occasions de transmettre. Et alors, ça pose déjà une difficulté dans notre discussion parce que, comme je suis professeur en sciences de l'éducation, on pourrait penser qu'il y aurait une sorte de science de l'éducation et en dehors de la science, point de salut. Alors, ce serait une bêtise parce que nous sommes tous légitimes à éduquer. Il n'y a pas de diplôme de parents, il n'y a pas de diplôme de procréateur non plus, il n'y a pas de diplôme d'éducateur familial, et néanmoins, il y aurait une science de l'éducation. En tout cas, pas une science, mais des sciences de l'éducation. Alors, en réalité, le mot science me paraît toujours un petit peu abusif, un petit peu exagéré, et je préférerais qu'on parle de faculté d'éducation, par exemple. Ce serait sans doute beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis, à propos des questions d'éducation, il y a toujours une difficulté, c'est le fait que nous sommes tous fondés à pouvoir éduquer autrui, nous sommes tous éduqués par autrui, et nous avons, dans cette dynamique-là, nous avons tendance à interpréter, à donner un sens aux choses de l'éducation, un sens qui n'est pas toujours partagé par tout le monde. Et ce sens-là, il est souvent présent, on peut dire incrusté dans nos pratiques
éducative, familiale, amicale, parfois professorale. Alors, il va falloir qu'on compose avec tout ça. Alors, je voudrais d'abord, comme on n'a pas un temps énorme, je voudrais d'abord séparer deux choses, peut-être qu'on pourra les remettre ensemble après. En ce moment, évidemment, la pandémie nous pousse à utiliser Zoom, Renater, d'autres plateformes de connexion, bien sûr. Et on se dit, mais finalement, est-ce que c'est une si bonne chose que cela, que d'utiliser la distance, d'utiliser ces technologies éducatives pour l'éducation? Eh bien, je crois que la question de la distance est peut-être une question qui vient après les deux autres termes que j'ai introduits dans le titre de la petite causerie que je vous fais. Alors, les deux termes qui me paraissent importants, c'est le terme de transmission et le terme d'apprentissage. Je crois que ce sont deux nœuds, on appelle ça des nœuds gordiens, c'est-à-dire de problèmes, pour le dire simplement, de problèmes qu'il faut que nous regardions. Alors, je voudrais vous donner quelque chose qui ressemblerait à un plan. D'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble la différence ou les différences qui peuvent être remarquées entre la transmission et l'apprentissage. J'entends des voix. Est-ce que c'est normal? Attendez, c'est juste, il est possible que quelqu'un n'ait pas désactivé son micro. Ah, c'est peut-être ça. C'est possible. Mais non, non ça devrait être bon, là, allez-y. Je peux y aller? Je peux continuer? C'est parfait. OK. Alors, je voudrais qu'on regarde ce que les mots de transmission et d'apprentissage ont un peu dans le ventre. Je sais que dans la tradition juive, le terme de transmission est tellement important. Hein, l'étude, l'imodim, on dit souvent étudier, étudier, étudier. Une des prescriptions serait de construire une école même avant une synagogue. Comme si il y avait dans l'étude quelque chose de absolument fondamental. Et le fait d'associer la transmission à l'étude, c'est quelque chose qui peut être très identifiable sans doute dans la tradition juive, mais qui est peut-être un peu moins ailleurs. Et ce que l'on observe aujourd'hui, en tout cas ce que des philosophes ont remarqué et ce qu'ils ont analysé, je pense à un philosophe comme Marcel Gauchet par exemple, ou Dominique Ottavi, c'est le fait qu'il y aurait peut-être un déclassement de la transmission au profit de l'apprentissage, comme s'il y avait une lutte entre les deux éléments. Et ce que je voudrais analyser avec vous, c'est de quoi sont faits l'un et l'autre, transmission et apprentissage, et pourquoi y aurait-il une controverse ou une polémique à propos de ces deux termes. Alors, si on fait un très rapide survol en quelques minutes, on se rend compte que sans doute que la transmission est marquée par ce que les auteurs appellent une orbite collective, c'est-à-dire une dimension collective plus importante que dans l'apprentissage. Et dans cette orbite collective, dans ce souci de transmission collective, alors ça peut être l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une tradition religieuse, ça peut être le sentiment d'appartenance à une tradition philosophique, à une tradition culturelle, une tradition politique, par exemple l'appartenance à une nation, par exemple, l'idée d'affiliation, relèverait d'une dimension collective qui serait beaucoup plus proche de l'idée de transmission et qui se différencierait en quelque sorte du discours sur l'apprentissage. On verra pourquoi. Alors, il y a dans la transmission une critique qui est souvent faite, c'est que la transmission serait conservatrice, qu'elle serait même immobiliste, qu'elle serait attachée à de grandes figures du passé. Et comme dit un philosophe de l'éducation,
nous marchons effectivement toujours dans les pas de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup cette phrase, nous sommes toujours précédés. Nous sommes toujours précédés, ça voudrait dire donc que l'éducation et que la transmission en particulier auraient un aspect particulièrement conservateur. Et dans les traditions éducatives familiales, à l'intérieur de la maison, tout simplement, lorsque les parents éduquent les enfants, la transmission ressemblerait à ce caractère conservateur. Alors, je déçois souvent les éducateurs parce que je leur dis, mais vous savez, vous vous intéressez à l'éducation, donc vous êtes quand même conservateur. Alors, le pédagogue qui se veut un peu rebelle, il dit non, jamais, moi je ne serai jamais un conservateur. Je dis, ben, manque de peau, si, parce que l'éducation a toujours cette dimension conservatrice, et particulièrement à l'intérieur de la sphère familiale. Alors, la sphère familiale, la manière d'éduquer les enfants, alors on appelle ça en termes techniques de la transmission intrafamiliale psychique, c'est-à-dire ce que nous apprenons grâce à nos parents, de nos goûts alimentaires, de notre relation spirituelle, de notre relation à l'esthétique, de notre relation à la pensée, à la vérité, à l'argent, au sexe, etc., etc. Et puis, un système de transmission familiale qui est le système de transmission tout simplement morale, le rapport à l'interdit, le rapport à la loi, tout simplement. Quand je dis le rapport à la loi, tout simplement, c'est un peu ironique parce que c'est très compliqué le rapport à la loi. Et le rapport à la pensée morale. Alors, ces systèmes de transmission sont toujours très importants dans les systèmes familiaux. Et dans les systèmes familiaux se trouve évidemment la langue, cette matrice, la gangue qui nous permet de nuancer, d'arbitrer, de penser, d'être tourné vers la vérité ou pas. Enfin bref, la langue comme un berceau, si vous voulez, un berceau qui est un berceau matriciel, hein, une matrice, une matrie. Et George Snyder, le philosophe, paix à son âme, disait « la langue, notre patrie ». C'est beau d'ailleurs comme expression. Alors, on aurait donc cette transmission-là, et pour accepter qu'on nous transmette quelque chose, pour accepter d'accueillir l'objet d'une transmission, de quelque nature qu'elle puisse être, il faudrait accéder à une théorie de l'esprit, on dit. C'est-à-dire qu'il faudrait accepter l'idée que l'autre peut penser différemment de notre propre système de pensée. Il faudrait accepter aussi que la pensée, toute immatérielle qu'elle puisse être, eh bien que la pensée est réelle, que ça veut dire quelque chose, que ça a du poids. Alors, dans la transmission, si on accepte cette idée, il y a quelque chose qui montre bien que nous sommes effectivement précédés et que nous acceptons de transmettre quelque chose aux générations qui arrivent. On dit que dans cette perspective de transmission, il y a une sorte de distance respectueuse vis-à-vis du monde. Alors, on parle d'une autorité du monde, une autorité avec un grand A, un A majuscule. Qu'est-ce qui fait autorité? C'est le monde. Et nous nous y soumettons en quelque sorte. Alors ça, c'est la dimension de la transmission dont on pourrait parler très longuement, mais je n'ai pas assez de temps pour aller plus avant. Et puis, de l'autre côté, l'apprentissage. Alors, quand je dis de l'autre côté, il ne faut pas les opposer, parce que l'apprentissage est au service, bien souvent, de la transmission. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais à la fois professeur et élève. Moi, j'ai eu un professeur formidable de Krav Maga, Asher Amar, que vous connaissez peut-être, qui est parti en Israël maintenant. Ça a été mon professeur. On verra, est-ce qu'on peut enseigner le Krav Maga à distance? Pourquoi oui, pourquoi non? On essaiera de répondre à ça. Enfin, c'est très anecdotique d'ailleurs, hein, mon niveau de Krav Maga surtout. Alors, sur l'apprentissage. L'apprentissage a détrôné la transmission.
C'est ce que nous disent des philosophes. Il y a eu une sorte de remplacement. Alors, de remplacement sémiologique du sens des mots en éducation, où l'apprentissage a dit je suis la nouvelle manière de fonctionner et je viens m'installer à la place des vieux conservateurs de la transmission. Alors, ça ne date pas d'hier, ça a été amplifié dans les dernières décennies, mais ça date en réalité d'à peu près dans la suite de la guerre de 14. Parce que la guerre de 14 a été un tel traumatisme pour les populations en Europe que des pédagogues avaient dit, mais si les gens se battent aussi fort, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Et pourquoi ne s'aiment-ils pas? Sans doute parce que l'éducation qu'ils ont reçue, notamment les garçons, est une éducation qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle est frustrante et il faudrait respecter les individualités, il faudrait respecter beaucoup plus qu'on ne le fait les désirs d'apprentissage. Alors, tous les termes sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale essentiellement, même si on avait beaucoup parlé de cela avant la Seconde Guerre mondiale, les questions de la motivation, les questions de l'épanouissement personnel, et puis l'idée que lorsque nous apprenons quelque chose, nous apprenons pour nous, à titre individuel, pour notre bien-être personnel. Et l'apprentissage, c'est peu à peu rangé du côté d'une certaine forme d'individualisme. Mon apprentissage atteste ma propre épopée. Je suis devenu quelqu'un parce que j'ai appris. Comme si la dimension collective, comme si la dimension, on peut dire, conflictuelle au sens noble du terme, c'est-à-dire lorsque j'apprends, je m'oppose à quelque chose, il y a un obstacle à surmonter. Et je dois surmonter cette difficulté pour pouvoir dire que j'ai appris. Eh bien, cela, l'apprentissage, c'est peu à peu transformé dans une sorte de récit de la création de soi-même. Nous sommes ce que nous avons appris. Si on devait caricaturer les deux, et c'est jamais très bon de caricaturer les idées de façon brutale comme cela, on pourrait dire, si on le faisait, et je le fais un peu, on pourrait dire que du côté de la tradition, il y aurait une distance respectueuse vis-à-vis de l'autorité du monde, de l'autorité du réel, de l'autorité du passé également. Et du côté de l'apprentissage, il y aurait plutôt non pas une distance, mais une proximité de l'enseignant vis-à-vis de l'élève ou du professeur ou du parent vis-à-vis de l'élève. Il y aurait de l'empathie, même de la sympathie. Et cette proximité serait un peu, du côté de la transmission, serait je suis respectueux d'un monde qui s'impose à moi. Et du côté de l'apprentissage, je me rapproche d'un monde où je veux m'imposer, où je veux prendre ma place, où je veux prendre mes marques. Alors, les deux choses s'équilibrent et se complètent, elles ne sont pas totalement contradictoires. Et c'est cette idée-là, à mon avis, qui nous permet d'entrer dans la question de la distance. Alors, si dans cette deuxième partie de ma petite intervention, on peut réfléchir autour de cette question de la distance, je crois que le recours à la séparation de ces deux termes, le recours à cette séparation va devenir plus clair pour analyser la distance. La distance dont je vous disais qu'elle n'était peut-être pas le terme essentiel de la réflexion. Je crois qu'on peut mieux comprendre la question de la distance pour apprendre ou pour transmettre si on a une idée un tout petit peu claire des différences qui séparent la transmission de l'apprentissage. Alors,
propos de la distance. Euh, Mais nous je sommes crois derrière que... les feuilles. Ah, oui, bravo. Excusez-moi, j'avais mis les feuilles sur la caméra. Alors, je crois que dans aussi bien la transmission que dans l'apprentissage, quelque chose est très visible et je crois assez simple à comprendre. C'est le fait que apprendre et transmettre, c'est transporter. C'est transporter, ça veut dire c'est établir un chemin, c'est accomplir un parcours pour un savoir, pour une information on va séparer savoir information parce que mais on ne va pas les séparer conceptuellement, mais on va dire que le savoir, ça contient des informations, ça ira plus vite. Et il y a quelque chose de très important, c'est que le savoir a cette qualité extraordinaire, c'est qu'il ne s'use jamais. Il peut être réfuté, il peut être transformé, il peut être transformé par la réfutation scientifique, par exemple, ou par une autre interprétation, l'interprétation de Hillel et l'interprétation de Shammai et l'interprétation plus tard de Rashi, etc., etc. Ça nous dit tellement de choses différentes qu'elles semblent compléter, parfois réfuter, etc., etc. Mais d'une manière générale, l'interprétation ou le savoir ne s'use pas, même quand on s'en sert. Et le transport du savoir à travers les générations, ou le transport du savoir dans une situation d'enseignement à l'école, en classe ou Talmud Torah, peu importe l'endroit. Ce transport-là, c'est associé au fondement même de l'éducation. Je voudrais qu'on se rappelle une idée toute simple et à la fois une idée merveilleuse qui est celle de l'alphabet. Alors, je montrais un jour le livre, c'était pas le livre de Josie Eisenberg, c'était le livre de Marc-Alain Waknin sur l'alphabet, à un linguiste de mes collègues qui m'a dit oui, c'est pas mal, il a dit des bêtises, mais c'est pas mal, enfin bon. Alors, moi, j'étais très content de lui montrer ce bouquin, parce que moi, je ne suis pas linguiste, mais en tout cas, ce que montre Waknin, ce que montre aussi le livre de Josie Eisenberg et je ne sais plus avec qui il l'avait écrit, enfin peu importe, vous connaissez ça. C'est le fait que l'alphabet, ça permet précisément de symboliser et de transporter quelque chose. C'est le mot, l'association de ces petits signes qui paraissent insignifiants, c'est la possibilité de faire transporter l'expérience d'une personne, on se rappelle le terme d'expérience, expérirer, sortir du péril, eh bien, le fait que quelqu'un ait une expérience, mais que je transforme cette expérience grâce à des mots et grâce à l'alphabet, et que je puisse restituer cette expérience à quelqu'un d'autre qui ne l'a pas vécue, eh bien, cette expérience-là, elle est transportée. Elle est incomplète parce qu'on ne vit pas les expériences des autres, mais elle est néanmoins transportée par l'alphabet, par le récit, par le verbe. Et cette idée-là nous montre, je crois, que dans la distance se trouve en réalité le ferment de l'éducation, que ce soit sous la forme transmissive, un peu caricaturalement décrite comme autoritaire et descendante, et puis une forme plus individualiste de l'apprentissage. Alors, l'alphabet, le verbe, permet de symboliser, permet de transporter, permet de catégoriser. Catégoriser, ça n'est rien d'autre. Catégoriser par le mot, par le verbe. Catégoriser, alors on pense catégoriser les personnes, non. On peut catégoriser les personnes. Il y a des catégorisations justes, des catégorisations injustes moralement. Mais on catégorise les couleurs, on catégorise les formes, on catégorise tout le temps. Vous savez, Georges Perec disait classer, ça me fait penser à clamser. Très beau.
comme s'il y avait quelque chose de terrible dans le fait de classer. Et non, la catégorisation est une chose formidable. Ça permet de mettre les choses dans des petites malles pour partir avec elles. C'est comme si on était des petits Albert Londres, comme si on allait partir explorer le monde avec nos petites catégories qu'on va peut-être changer de malle. Le verbe permet le transport, le verbe permet la distance. Tout de même, si on se rappelle l'histoire de la naissance de l'alphabet et les alphabets proto-sinaïtiques, etc., tous les historiens qui ont travaillé sur les naissances de l'alphabet montrent bien cette, pardonnez-moi, c'est un jeu de mots, mais cette proximité avec la distance. C'est parce que on peut partir avec, parce que c'est pratique. C'est comme les diplômes. Hein. Vaut mieux avoir un bon diplôme qu'une machine à coudre, c'est moins lourd. Vous la connaissez, celle-là. Eh bien, c'est comme ça que l'alphabet a eu la bonne fortune qu'on lui connaît. Alors, je regarde l'heure parce que il ne faut pas que je prenne trop de temps. J'ai pris trop de temps déjà, non? Ça va? Non, non, pas du tout. Allez, on vous écoute. On vous écoute. Par contre, voilà, on est sur la partie du Zoom. Est-ce que du transport à travers le temps, à travers oui. à travers la technologie? Alors, maintenant, Internet, la technologie. Alors, je vais vous faire une réponse en demi-teinte. J'ai l'air de dire que, oui, la distance ne semble pas du tout s'opposer à la transmission ni à l'apprentissage. Et peut-être qu'on a quelque chose qu'on a confondu, peut-être, en associant la distance au réel. Et je crois que la distance a quelques mailles à partir, et il va peut-être falloir départager, en l'occurrence cela, entre la distance et le réel. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de virtuel et de distance en même temps, comme si le virtuel et la distance, c'était un peu à coquiner, comme s'ils avaient fomenté quelque chose pour nous faire croire que le virtuel, c'était du réel, et pour nous faire croire que la distance, c'était du proche. Alors, c'est un peu embêtant, cette affaire. Alors, je voudrais justement arriver maintenant au point d'Internet. Avant Internet, est-ce qu'on se posait la question de savoir si les réseaux de la poste étaient virtuels, si la lettre que je recevais était virtuelle ou si elle était bien réelle? On ne se posait pas la question. Est-ce qu'on s'interrogeait sur le fait que le verbe que je recevais pouvait me dire une réalité ou une interprétation? On ne se posait pas la question. On a commencé à se poser la question à l'apparition de la généralisation d'Internet. Ce que je voudrais vous dire, en réalité, c'est que je crois que l'apprentissage à distance ou la transmission à distance ne peuvent vraiment avoir lieu que si elles se rapprochent non pas du proche, mais que si elles se rapprochent du réel. Et c'est le rapport au réel qui me semble devoir être questionné. Je crois que autour de la réflexion sur la distance, peut-être que se trouve un mirage théorique et un mirage technologique. Je suis très partagé. Je ne vais pas vous dire ce sera oui ou ce sera non. Mon job, c'est aussi de vous aider à réfléchir. Moi, je crois qu'il y a peut-être aujourd'hui un fétichisme technologique. Ce fétichisme technologique, il aurait tendance à nous faire oublier que certaines choses échappent au réel. Je pense à Albert Cohen et à Manche-Clou. Manche-Clou qui apprend à nager, vous connaissez le personnage de Manche-Clou, qui apprend à nager en nageant dans sa bassine. Et on vient le chercher et il dit, il a les deux mains dans la bassine, il dit « Attends, je reviens au rivage ». C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à nager à distance?
ou les mains dans la bassine si on n'est pas réellement dans l'eau? Est-ce qu'on peut faire du Krav Maga si on n'a pas un dojo, si on n'a pas quelqu'un qui va nous permettre de nous entraîner? Est-ce que nous sommes bien dans le réel? Cette question du réel, je crois qu'elle a été déplacée, enlevée du discours sur la distance. Même si la distance et les outils technologiques peuvent être domestiqués, peuvent être même associés à l'apprentissage ou à la transmission, je crois qu'il y a une réalité kinésique, c'est-à-dire liée encore à notre situation corporelle. Vous pouvez me voir gesticuler devant votre écran, moi je peux vous voir avec un fond clair ou le fond de la synagogue de Tilsit derrière vous, monsieur le rabbin, mais je peux m'interroger sur la réalité de ce fond d'écran, de ce mur blanc. Est-ce que c'est un drap? Est-ce que c'est du plâtre? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois qu'il faut avoir cette idée du réel à la fois dans la transmission et dans l'apprentissage. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis sûr que vous avez une nostalgie. Ah, il a changé son fond. Je suis sûr que vous avez une nostalgie des livres de votre enfance, de l'odeur des livres de votre enfance. Avez-vous la nostalgie de l'odeur de votre modem? Vous vous rappelez des modems qui couinaient vers les ordinateurs quand on utilisait Internet il y a 20 ans? Cette nostalgie de l'odeur nous dit que finalement, apprendre, c'est avoir affaire avec une réalité sonore. Je pense à la musique. Une réalité odorifère. Je pense à nos transmissions intrafamiliales, de la cuisine. Alors, je me rappelle d'une émission de Josie Eisenberg qui disait « Ah, le vendredi soir, quand je rentrais à la maison, je sentais l'odeur. Et alors, cela me réjouissait. Voilà les Shabbats de mon enfance. » Je ne sais pas si vous aviez vu cette émission, c'est il y a très longtemps. Une réalité sonore, une réalité odorifère, une réalité gustative et une réalité physique. Et je crois que peut-on apprendre et transmettre à distance? On ne peut vraiment le faire que s'il y a un moment, cette réalité nous rejoint, s'impose à nous comme l'autorité du monde avec un A majuscule. L'autorité du monde, c'est l'autorité du réel, nous dit le philosophe Marcel Guettez. C'est l'autorité du réel. Et alors, on pourrait discuter. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les stratégies d'apprentissage, c'est le fait d'avoir… on parle souvent, mais là, je vais rentrer dans les choses un peu compliquées, on parle souvent de conflits socio-cognitifs quand on apprend. C'est-à-dire que quand on apprend, on est en conflit avec soi-même, mais surtout nos structures cognitives qui sont en conflit avec elles-mêmes. Et nos structures affectives également. Et nous vivons une double déstabilisation cognitive et affective avant de nous restabiliser après un apprentissage. Eh bien, ce conflit-là, ça peut être aussi un conflit au sens noble du terme, au sens du philosophe sociologue Simmel, qui parlait du conflit comme de quelque chose qui est toujours annonciateur de paix. Alors, ça, c'est très important. C'est le fait que l'apprentissage et la transmission doivent permettre la réalité de ce conflit-là. Alors, il arrive que ce soit à travers un bouquin, à travers un film, à travers une discussion sur un chat, mais cette réalité physique doit nous rattraper. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, le pile-poule, par exemple, ce n'est pas autre chose, je crois, que la discussion conflictuelle d'interprétation en poussant une autre. Et le Talmud n'est pas autre chose, me semble-t-il, que le commentaire du commentaire, qui fait que le conflit des interprétations, en lui-même, tisse ce savoir et tisse ce goût de la transmission. Voilà, mais on pourrait continuer pendant longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui ont sûrement beaucoup de questions. Moi j'ai plus enfin des remarques que des questions, mais j'imagine que je ne serai sûrement pas le seul à en avoir. Je vais demander à ceux qui le souhaitent de réactiver leur micro. Je sais qu'on a des professeurs parmi nous, parmi ceux qui suivent le cours. Donc, c'est l'occasion de pouvoir participer également. Moi, ma question principale porterait sur la notion de posture d'apprentissage. C'est-à-dire que parmi les choses qu'il est difficile de retrouver dans un support virtuel, numérique, c'est la notion de posture d'apprentissage. C'est-à-dire que je vais d'abord moi-même savonner la planche dans laquelle je suis en disant que, euh, l'enseignement à distance a toujours existé. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un maître qui pouvait se trouver à des centaines de kilomètres, on lui écrivait une lettre, il nous répondait par lettre. Bon, on confrontait des points de vue. Voilà, les échanges épistolaires, ça a toujours existé et ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est nouveau, la notion d'enseignement ou d'apprentissage à distance. Cela dit, est-ce qu'il y a une réelle différence entre le monde virtuel, c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter actuellement, et ce qu'on peut tirer d'un échange épistolaire? C'est vrai que dans le cadre d'un événement Zoom comme on le fait actuellement, il nous manque le contexte visuel. D'accord, effectivement, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de moi, mais d'ailleurs, d'un autre côté, heureusement, parce qu'il y a mes enfants qui sont en train de sauter sur le lit à côté de moi, donc c'est peut-être une bonne chose. Mais d'un autre côté, lorsqu'on étudie un livre, on questionne un livre ou lorsqu'on échange avec une personne à distance, on n'est certainement pas plus dans le rapport, dans le lien qu'on l'est actuellement. Là, je peux vous poser une question directement et éventuellement corriger quelque chose que vous avez mal compris directement, alors que si on n'a pas d'échange épistolaire, ce sera peut-être beaucoup plus long. Donc, Ouais. ce ne serait pas bien différent des échanges qu'on aurait pu avoir dans un autre siècle. Bien sûr. Alors, c'est pas pour rien qu'on a maintenu l'enseignement présentiel autant que possible. Mes étudiants, moi, je fais des cours enregistrés en parlant en écran d'ordinateur. C'est insupportable. C'est insupportable. Et dans le groupe, Et tu vas parler. Et d'ailleurs, pour prendre un indice, notre œil est un outil archi-discriminant. C'est-à-dire qu'il est capable de voir des différences de taille de deux personnes qui sont très loin et une différence d'1 ou 2 centimètres à quelqu'un qui est à 30 mètres ou à 40 mètres. On observe cette différence. Il n'y a pas plus discriminant que l'œil humain. Et lorsque nous enseignons physiquement à quelqu'un, nous savons discriminer beaucoup mieux les réactions, voire même nous savons peut-être anticiper mieux les réactions que par écran interposé. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Je pourrais peut-être me dire que vous pensez ceci ou cela si vous étiez en face de moi. Alors, évidemment que la présence fabrique, permet, autorise toutes sortes d'indices relationnels qui sont l'emploi de la passion, de la non-passion, de l'ennui, tous les signes d'ennui qui sont visibles. Tout cela, évidemment, existe. Alors, moi, je crois que je suis évidemment très favorable à une relation éducative qui soit une véritable relation de visage à visage. Et je crois qu'il faut se méfier de ces subterfuges technologiques qui peuvent exister. Alors, quand c'est un pis-aller, il faut les utiliser, mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on finisse par remplacer cela. Alors, je suis un utilisateur de Duolingo, la plateforme. Moi, j'ai pris des cours d'hébreu en ligne avec une société qui était en Israël, etc. C'était un peu casse-pied. Et je suis un très, très gros consommateur de plateformes numériques pour apprendre des langues étrangères. Eh bien, je sais bien que tous mes efforts deviennent peut-être des efforts vains, et parce qu'il faudra que je me coltine avec le réel. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais…
D'accord, ça veut dire a priori, l'enseignement en présentiel est forcément préférable, oui. mais de tout temps, on a toujours enseigné à distance. Toujours, toujours. Quelque part, si on devait comparer un échange épistolaire à une réunion Zoom, on pourrait très bien se dire qu'on a quand même plus de contact dans une réunion Zoom qu'à travers un livre interposé. Ah ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais nous avons sacrifié, ce faisant, nous avons sacrifié la richesse des échanges, la richesse de la langue, notamment par l'utilisation des Snapchat, etc., où nous badinons, mais le fait de prendre un crayon pour écrire, de poster une lettre qui sera lue très tard, avec une autre difficulté, un autre travers, c'est le fait qu'il y a une instantanéité de la réponse dans l'échange que nous avons maintenant, qui pourrait être l'instantanéité d'une conversation et qui peut être tout à fait intéressante, mais l'échange épistolaire avait cet intérêt qui, je pense, disparaît, de permettre de surseoir à des réactions trop rapides ou trop hâtives. Oui, qui permettait également de mieux réfléchir voilà, qui permettait des réflexions plus abouties que lorsqu'on est dans l'immédiateté. Voilà. Réflexion. Par rapport à ce que vous disiez, encore une fois, je m'adresse à tous. Vous avez tous le droit d'intervenir quand vous le souhaitez. Hein, vous pouvez activer vos caméras et vos micros et vous intervenez quand vous le souhaitez. Et du coup, moi, de toute façon, tant qu'il n'y a personne qui intervient, j'en ai plein des questions. Donc, vous avez le temps de réfléchir, donc vous êtes tranquille. Tout à l'heure, vous avez également parlé de la transmission de l'enseignement par le mot. Que le mot est porteur, en fait, que le mot est porteur de sens, c'est porteur d'enseignement. Vous avez parlé de l'alphabet. Effectivement, on a, depuis le proto-sinaïtique, et même bien avant, énormément de sens qui se transmettent à travers la forme même du mot. On le voit encore mieux dans les hiéroglyphes, mais en termes d'alphabet, voilà, c'est quelque chose l'évolution de l'alphabet proto-sinaïtique est suffisamment porteur de cette idée-là. Ne serait-ce que lorsqu'on prend l'alphabet hébraïque, par exemple, qui va ensuite, ou l'alphabet grec par la suite, ou latin, le mot aleph bet, par exemple, si on voulait aller dans le sens que vous avez proposé, le mot aleph bet, on a les deux dimensions dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que on a la sédentarité et le nomadisme. On a l'aleph qui est donc le taureau, ce qui permet de transporter des choses, et on a le bet qui est la maison, qui permet d'amener la chose. Donc effectivement, le mot est porteur de sens puisqu'il est lui-même, par ce biais, il est lui-même le vecteur d'information. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a plus ce type de rapport à l'information puisque l'information et le mot et le sens est codé littéralement. Quand on est lorsqu'on se parle, en fait, on est en train de se voir, de s'échanger des paquets d'informations, d'événements codés et qui vont nous donner l'illusion effectivement d'une communication, alors qu'en réalité, ce qui se passe concrètement, ce sont des échanges de paquets de codes informatiques qui vont dans un sens comme dans l'autre. Alors qu'il est vrai qu'à la base, l'échange premier, la connaissance première, c'est par le biais du transport de l'information de mano à mano, de main à main, d'un endroit à un autre. Je vais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux méthodes d'enseignement. Il me semble que ce soit dans le domaine de la philosophie que dans le monde juif, l'apprentissage d'un maître à un élève avant ne pouvait se faire que par relation de proximité. C'est-à-dire que non seulement il y avait le lieu d'apprentissage, mais il y avait également, on apprenait à vivre avec la personne. Le nombre d'histoires dans le Talmud qui sont cocasses sur des épisodes qui se sont passés entre un élève et son maître dans sa propre maison, dans des circonstances parfois assez particulières, nous démontrent bien qu'on ne considérait un élève qu'à partir du moment où il venait à la maison, qu'il dormait avec, l'élève était à la maison. Donc, effectivement, il y a différents niveaux de proximité. On pourrait peut-être imaginer qu'il y a au niveau de l'enseignement des domaines
où l'échange, où le rapport humain est plus indispensable que d'autres. C'est-à-dire que dans le domaine de certaines sciences, on n'a pas tellement besoin d'avoir une personne qui est en face de moi pour arriver à comprendre ou appliquer ce qu'il me dit. Parfois, ces personnes suffisamment compétentes, on leur donne un traité de mathématiques et si elles sont suffisamment éclairées, elles seront l'interpréter par elles-mêmes sans avoir besoin même d'un maître dans certaines circonstances. Alors que dans tout ce qui est le rapport aux sciences humaines ou même tout ce qui est dans le rapport à l'éthique ou à la morale, là, effectivement, le fait de côtoyer la personne, de le questionner directement, de voir, en fait, dans la démarche même de la personne, là, on est effectivement dans une dimension qui est incontournable. L'humain est incontournable. On pourrait imaginer que dans la sphère de l'apprentissage, on peut distinguer certains domaines qui nécessitent un rapport à l'humain, ou voire même où il est indispensable, et d'autres domaines dans lesquels il est périphérique. Alors, on imagine souvent quand on parle d'éducation, quand on parle de transmission d'apprentissage, on fait référence à des domaines d'enseignement, en gros, de l'école, ou de l'université. Et alors que les domaines qui structurent nos personnalités sont souvent absolument étrangers au monde de l'enseignement académique. Prenez le domaine de l'amour. Prenez 1000 domaines qui sont le domaine de l'intimité, qui est le domaine de l'identité, etc. Toutes ces questions qui sont les questions existentielles, qui nous charpentent, qui nous construisent, eh bien, elles échappent à la saisie de la sphère scolaire. Et ces domaines-là ne peuvent pas se construire avec des interfaces. Ce n'est pas possible. Il va falloir évidemment ce contact humain, cette expérience au sens réel du terme, pour qu'elle trouve des éléments de structuration. Est-ce qu'il y a, Alexandra, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient profiter de cet échange pour Je n'ai pas de questions, mais c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou intervenir? Moi, j'ai bien une question. Alors, Michael, Merci. Bonjour et merci de cet apport de connaissances et de transmission. Vous parliez tout à l'heure de transmission qui se faisait parfois par la langue, ou en tout cas ces apports de connaissances qui passaient par ce biais-là. Qu'en est-il de la transmission de connaissances quand, au niveau des générations, la langue n'est pas la même? Et comment on travaille justement avec des populations qui ont grandi avec une langue maternelle qui n'est pas celle des codes dans lesquels ils ont grandi. Voilà, comment on fait pour se réapproprier cette identité et cette culture. C'est pas anodin, je travaille sur l'enseignement du fait religieux et on a pas mal de travaux qui sont effectués au niveau éducatif avec des enfants qui ont voilà, des différences de culture importantes et pour les raccrocher à quelque chose de disons de plus unitaire, voilà, est-ce qu'il y aurait de la méthodologie ou des apports? Méthodologie, je ne sais pas, mais qu'en vous écoutant, je pensais à un livre de Boris Cyrulnik que vous devez connaître. Oui. Cyrulnik. Oui, oui. Oui. Et bien, je crois que c'est son dernier bouquin, que j'aime bien le titre, c'est Psychothérapie de Dieu. Et rien que ça. Et dans ce livre, il raconte, je crois que c'est dans celui-là, il parle de ces enfants migrants qui voient leurs parents ou leurs aînés apprendre ou parler un peu, ne serait-ce qu'un peu, la langue du pays d'accueil. Et lorsqu'ils voient la fierté, la joie de parler même qu'un peu la langue du pays d'accueil, ces enfants-là aiment la langue du pays d'accueil. Alors, je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai lu ça et si vous pouvez feuilleter le bouquin, vous retrouverez sans doute l'étude qui parle de ça. Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Je n'ai pas de méthode d'enseignement, parce que ce n'est pas mon domaine, mais c'est une… Alors, la langue, l'aspect matriciel d'une langue familiale,
c'est éminemment important, bien sûr. Et je suis toujours un peu effrayé de voir qu'on a arrêté d'ailleurs l'enseignement des langues dans les écoles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais la langue, ma patrie, je recite George Snyder, c'était quand même ça. C'est-à-dire que la langue, ce n'est pas seulement un outil de communication pour des choses ordinaires et quotidiennes, c'est un registre de la pensée, la langue. C'est un registre de la pensée. J'écoutais Philippe Haddad, c'était la dernière émission de Talmudique, je crois, ou l'avant-dernière, qui disait c'est pas pour rien qu'en hébreu, très souvent, le verbe vient avant le sujet du verbe. Comme si le fait de faire était très important dans la pensée juive. Vous voyez? Eh bien, c'est bien le signe, mais on pourrait avoir 1000 autres exemples dans d'autres langues, 1000 autres exemples de la structuration de la pensée par la langue. La langue est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte qu'on l'imagine. C'est pour ça qu'elle réclame notre respect infini. Dans la suite de ce que vous disiez, est-ce que vous pensez que actuellement il y a certaines démarches qui tendent à adapter la langue, notamment parce que certains la considèrent comme difficile d'accès ou parfois en inadéquation? Alors, les réformes, si vous faites référence aux réformes de l'orthographe, j'en ai parlé à une collègue qui est spécialiste de cette question. Le français est une langue très difficile, mais je pense que la difficulté qu'on peut observer, je pense, c'est l'abandon d'une certaine exemplarité. C'est ceux qui sont censés manipuler le verbe au sens correct du terme, faire usage et un bon usage du verbe. Eh bien, cette idée-là du verbe comme une chose importante, c'est un peu affadi. Il y a peu est mort un des plus grands lexicographes français qui était Alain Ray. Alain Ray qui faisait des chroniques à la radio, qui a écrit le Robert historique, qui a coordonné le dictionnaire culturel de la langue française. Et Alain Ray disait il y a deux mots qui me semblent particulièrement importants dans la langue française. C'est le mot admiration. On n'admire plus. On admire sa propre prouesse, mais on n'admire plus autrui. Et le mot honneur. Alors, d'après lui, c'était les deux termes qui devaient rendre compte d'un relief à protéger. Or, il est peut-être possible qu'aujourd'hui, il y ait une désaffection de ces deux mots. On n'admire plus et peut-être qu'il y a une manière de déshonorer la langue par conséquence. Et lorsque la langue, donc par ces réformes par exemple, est pris en étau entre d'un côté une frange de la population qui n'arrive pas, que ce soit par manque d'admiration ou par d'autres facteurs sociaux, qui n'arrivent pas à s'en accommoder. Il faut simplifier. Il faut simplifier la langue. Mais le problème, c'est que cette simplification, ça crée également des barrières pour ceux qui l'ont connu différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un choix entre les plus jeunes générations et les plus anciennes. Mais vous savez, la langue a été évaluée très, très lentement. On n'a pas, pendant très longtemps, les gens n'avaient pas de nom de famille. Les orthographes ont été modifiés sans cesse, y compris chez des gens dont le métier était le verbe. Vous regardez les piles de documents du XVIe, XVIIe siècle de la tradition de l'état civil française. Les orthographes étaient extrêmement fragiles, vacillantes. Tout ça, c'est une réalité. Alors, il ne faut pas qu'on enquiste la langue. Simplement, il faut la rendre aimable, cette langue. Il faut la rendre aimable. Et donc, la faire évoluer en ajoutant des nouveaux mots, est-ce que c'est un moyen peut-être de la rendre plus aimable? Je ne suis pas linguiste, mais je crois que c'est ce qui se passe. Je crois que c'est ce qui se passe. Et alors, vous voyez, on a des crispations sur les questions de transmission de la langue. On a des crispations, et parce que nous croyons… Alors,
j'ai l'impression que c'est très important cette affaire, votre question, parce que sous votre question, il y a, je crois, une inquiétude. Une inquiétude qui consiste à penser que nos générations vont durer plus longtemps, elles sont plus importantes que ce qu'étaient les générations du passé. C'est-à-dire que si on ne fait pas quelque chose tout de suite, si on ne trouve pas la solution au problème tout de suite, ben ce sera foutu. Eh bien, à mon avis, on doit, mais ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre question en elle-même, mais d'une manière générale, on ne lit plus les questions d'éducation sur le temps long. On les lit, ces questions, sur un temps trop bref, sur le temps d'une génération ou quelquefois beaucoup moins. Alors que l'éducation est, depuis le début de l'humanité, l'éducation existe. On est dans une génération où beaucoup de notions évoluent à une vitesse qui est peut-être beaucoup plus importante qu'elles ont pu être auparavant. C'est-à-dire nous avons un rapport à beaucoup de notions qui aujourd'hui ont pris une vitesse, ou en tout cas se transforment à une vitesse qu'on a du mal à mesurer également. C'est-à-dire que le nombre de néologismes qui entrent ou en tout cas de nouvelles réalités dont on est obligé de s'accommoder, c'est peut-être une des raisons qui font qu'il y a tellement de mots anglais aujourd'hui qui ont besoin d'entrer, parce qu'effectivement, il y a des réalités qui naissent quasiment tous les jours, et on est peut-être dans une génération qui a besoin effectivement de cette urgence, parce que le temps, en particulier dans la génération, attend peut-être un peu moins. Alors, dictature de l'urgence. Dictature de l'urgence. On dit que l'urgence se passe toujours de l'appareil de preuve. C'est-à-dire que vous devez porter secours à quelqu'un, dépêchez-vous, vous n'avez pas demandé des preuves du besoin du secours. Vous allez agir. Eh bien, l'urgence se passe toujours de la preuve. Alors, il suffit de fabriquer ce sentiment, parce que c'est une émotion, l'urgence. Ça se nourrit d'un sentiment. Eh bien, ce sentiment se décharge de la preuve, et ce faisant, on est coincé. On est obligé, on a l'impression d'être obligé d'aller dans ce sens-là. Or, il n'y a aucune urgence. Et il n'y a aucune urgence à transformer les choses, à transformer les idées aussi rapidement que ce que parfois on prétend faire. Alors, parfois, il y a des sujets urgents, bien sûr, des vrais sujets urgents. L'égalité des hommes et des femmes, par exemple, etc., tel autre sujet. Eh bien, on a, par exemple, cette espèce d'inflation lexicale dont vous parlez, me paraît une fausse urgence. Comment est-ce qu'on peut mesurer, différencier une vraie urgence d'une fausse lorsqu'on est dans une… En fait, moi personnellement, on est très loin de ces problématiques, parce que d'une part, on n'a pas de compétences forcément, et d'autre part, pas non plus de capacité d'agir d'une quelque manière que ce soit. Mais c'est juste, on est peut-être comme tout le monde dans cette situation où on a peur, effectivement. L'urgence est peut-être liée à une peur qui est de ne pas agir suffisamment vite et de manière suffisamment efficace pour prendre des décisions lorsqu'elles se présentent à nous. En fait, si vous voulez, c'est que on est effectivement face à des réalités qui se créent et qui naissent de manière tous les jours. On est également dans une forme de communication qui est différente de celle qui peut-être existait auparavant. Et parfois, ce qui a pu se passer et se produire, c'est que ne voyant pas l'urgence, on a pu effectivement parfois prendre le temps de la réflexion et se laisser dépasser par les événements. En fait, c'est peut-être le cas du cœur du sujet de ce soir, c'est-à-dire l'enseignement à la notion du rapport de la distance, en fait, qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Mais j'ai en tête d'autres domaines et peut-être d'autres dangers qui menacent comment dire, je ne vais pas dire l'intégrité de la langue, c'est pas une question d'intégrité, mais le respect peut-être de la langue. La sacralisation. Comment ? Moi, je pense beaucoup à la sacralisation et à la désacralisation. Est-ce que tu me rejoins
sur cette question. En fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il nous manque l'admiration. Mais peut-être que tout ça, enfin, l'admiration, c'est une notion qui évolue beaucoup aussi avec le social. C'est-à-dire qu'on a, et l'admiration, elle est également liée, l'admiration des personnes, et l'admiration de la langue, elle est également liée à une notion de respect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de ne plus respecter la langue, c'est peut-être ce qui nous emmène à moins la pratiquer correctement. Le fait de cercle vicieux va peut-être nous amener également à vouloir, non pas la brader, mais en tout cas la métisser, peut-être. Et ce sont toutes ces évolutions qui sont de l'ordre du social et pas du tout de l'ordre de la langue, en fait, à la base, qui font que on se pose des questions sur la manière dont on peut respecter, voilà, le rapport qu'on peut avoir à la langue dans ces circonstances-là. Si vous voulez, à l'école rabbinique, par exemple, on a beaucoup insisté sur la nécessité de ne pas tomber dans des phrases qui soient métissées entre l'hébreu et le français. Vous voyez, donc de commencer une phrase en français et entre-temps de mélanger un certain nombre de mots hébreux pour que ça donne du poids à la phrase sans quoi elle n'en aurait pas, et ainsi créer un discours qui n'a du sens ni en hébreu ni en français. Cette démarche-là dont je fais la critique en français hébreu, elle existe également en français arabe ou dans d'autres circonstances. La crainte qui pourrait exister, elle n'est pas uniquement que de l'ordre de l'évolution de la technologie. Elle est également tout un pan sociologique qui est en œuvre et qui est à questionner autour de cette langue et qui pose la question effectivement de la nécessité soit du métissage, soit de la transformation de la langue, mais cela effectivement répond toujours à une question de l'urgence et de l'adaptabilité d'une société, d'une langue. Alors, il ne faut pas rater le moment. Alors, c'est un peu la dictature de l'urgence, mais c'est aussi la dictature technologique. C'est-à-dire que si tu ne prends pas le train maintenant de la distance et du virtuel, eh bien, tu vas perdre, tu seras en dehors du champ acceptable et finalement, avec un nombre d'outils finalement assez limité et avec quelques monopoles de transmission de l'information, avec des plateformes, etc., eh bien, on a l'impression d'être un peu coincé. Sibony parle toujours de situation de coinçage. Eh bien, c'est ça, on est coincé, on a l'impression d'être coincé. Et alors, passer pour une belle âme en refusant cela, ça coûte cher. Et est-ce qu'on peut se le permettre? On peut peut-être pas se le permettre. Et c'est ça qui est détestable. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose, c'est que le respect que vous indiquez, il doit exister, certainement, mais tout en respectant une langue, la langue, c'est la possibilité de porter la contradiction. C'est la possibilité de porter une contradiction intelligente, raisonnable. Et cette contradiction, maintenant, sur la langue, ou la contradiction à propos de tout et n'importe quoi, est vécue comme une offense. Et il faut qu'on sorte de ça. Et c'est le respect de la langue entraîne la non-confusion entre l'offense et la contradiction. Vous voyez ? Oui, c'est une des problématiques qui est au cœur de notre société, indépendamment de la langue. La notion d'amalgame et d'offense et d'accusation est effectivement au cœur de diverses problématiques qui ne sont pas liées qu'à la langue. Mais effectivement, vous avez mis le doigt exactement sur le point que j'évoquais tout à l'heure. En fait, au-delà de la question d'urgence, lorsque je parlais de réalité qui augmente en permanence, dans certains milieux, on se retrouve à employer, moi je parlais tout à l'heure de moitié français, moitié hébreu, mais on se retrouve à parler aussi du franglais dans tout ce qui est du domaine du management. En fait, parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de mots qui puissent traduire correctement, et parfois aussi, c'est parce que c'est un effet de mode peut-être, ou parfois, c'est également parce qu'on n'a pas été capable ou suffisamment productif à temps pour véhiculer au bon moment les mots qui auraient dû permettre une transition entre ces réalités managériales du monde anglophone
et du monde français, francophone. Absolument. Et puis, le calque de la langue sur la technologie, où je voudrais parler, où je voudrais décrire le réel, comme je pense, un peu à la manière dont un ordinateur, s'il pouvait parler, décrirait le réel. C'est-à-dire qu'on ne pense plus, on compute. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a ce que j'appelle un effet aquarium. On prend l'aquarium pour la réalité des fonds sous-marins. On se trompe. L'ordinateur, l'informatique, l'algorithme ne rend pas compte du réel. Or, nous voudrions faire glisser le réel dans l'algorithme. Et c'est un peu la difficulté de notre temps, il me semble. Et c'est un des pièges aussi de la distance, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire un chat, on va faire un chat. Oui, oh bien. Très bien. Celle-là, hein? Ah oui. Moi, j'avais celle du pile-poule et du ping-pong. Ah oui. Ouais, on ne va pas rajouter celle-là, Nissim. Elle est validée, on la rajoute celle-là. Ah ouais, c'est validé, hein, super. Merci. En fait, bon, je pense qu'on va bientôt conclure, à moins que, et encore une fois, j'invite vraiment à tous ceux qui je monopolise la parole depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment, j'aurais aimé que tous, je sais qu'on a plusieurs professeurs, on a des professeurs des écoles, on a des professeurs de faculté à la retraite, on a également une prof de bio qui était là de lycée qui nous écoute. C'est vraiment le moment si vous avez envie de passer, parce qu'en fait à mon sens c'est une réflexion qui est indispensable, vu qu'on passe nos journées, nos semaines et nos mois actuellement à distance. Alors effectivement il y a des choses qui peuvent se faire à distance, heureusement les enterrements on nous permet de les faire en réel, encore que je caricature à peine, puisque très souvent il y a des téléphones qui viennent filmer ce genre de choses. Donc, même le minimum vital, il nous est parfois difficile de le maintenir à distance, mais la notion de l'éducation, c'est au cœur de la question. Encore ce matin, on était au Talmud Torah et on se posait la question de comment faire pour faire adhérer les enfants qui ont entre 6 et 9 ans, comment arriver à les faire adhérer à un cours par Zoom, parce que les parents eux-mêmes sont moyennement motivés. Alors, les enfants, comment le seraient-ils? C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Il y a la barrière de l'écran, qui est en soi, je pense, qui est suffisamment abordé dans la philosophie moderne de la notion d'écran, qui lui reste également abordé dans la mystique juive, et qui est à l'origine en fait, de la faute d'Adam et Ève, c'est-à-dire la création d'un écran. Qu'en fait, le fait de cet arbre de la connaissance qui est consommé au début de la création, et n'est là en réalité que pour renforcer un écran entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la connaissance. En fait, lorsqu'Adam et Ève consomment de l'arbre du fruit de la connaissance, ils s'enlisent dans une forme de distanciation ou d'écran, en fait, de fumée, qui vont leur exiger en fait maintenant un effort tout particulier pour pouvoir acquérir la connaissance du bien et du mal. C'était d'ailleurs ce que dit le Midrash, le serpent en lui-même n'est là, et tous ceux qui l'incarneront par la suite, comme le peuple d'Amalek ou autres dans la tradition du commentaire de la Torah, ne sont là que pour renforcer, raffermir le voile premier qui a été créé lors de cette première séparation. La connaissance du bien et du mal qui aurait dû se faire de manière progressive, a été tronquée, a été travestie par cette, par cette forme de connaissance qui a été accélérée par la démarche du serpent. Et justement, parfois, c'est ça qui nous bloque. Alors, dans une génération où on est en permanence happé par nos écrans, on est un peu mal à l'aise sur la question du rapport à l'écran. Si tous les juifs du monde savaient que la faute première d'Adam et Ève, c'est la contribution de la création d'un écran,
Je pense qu'on serait, on serait d'une part gêné de notre rapport qu'on a et on le serait d'autant plus en achetant un iPhone, puisque le symbole c'est une pomme. Oui, ça c'est sûr. Très bien. Oui. Voilà, moi je suis tranquille. Alors, J'ai un Android, donc je suis tranquille, ça va. Madame Michaud, je crois que alors excusez-moi. oui. Oui, alors moi j'aurais enfin une remarque à faire. Je trouve que le système de l'enseignement à distance a toujours existé. Pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement, bon, ben voilà, c'est bien d'avoir un cours qui arrive à la maison. Mais le problème de l'enseignement à distance, c'est le manque de relations. Moi, j'ai enseigné pendant 35 ans et demi de la 6e à l'université. Et l'intérêt, c'est que quand on fait un cours, eh ben, on voit l'impact du cours par les réactions des élèves ou des étudiants. Et quand on est tout seul devant son écran, ben, on peut dormir, on peut bâiller, on peut manger, on peut dormir, voilà. Et celui qui nous dispense le cours, il ne sait pas du tout l'impact que ce cours a sur celui qui le reçoit. Et moi, si vous voulez, c'est dans ce sens-là que voilà, ça me gêne parce que moi, quand je voyais des élèves bailler, je me disais, moi, ce que je fais, ça ne les intéresse pas. Quand je les voyais discuter, je me disais, qu'ils discutent parce qu'ils n'ont pas compris. Quand il y avait une réaction de masse, je disais, j'ai peut-être pas bien expliqué ce que je voulais faire passer. Voilà, donc moi, je trouve que c'est à ce niveau-là que l'enseignement à distance peut être gênant, quoi, voilà. Parce que quand vous faites cours, vous voyez tout de suite si le cours il passe, s'il ne passe pas, si les gens ont compris, s'ils n'ont pas compris, si c'était intéressant. Et puis bon, quand il y a plusieurs étudiants, ils peuvent discuter ensemble, ils vont réagir. Bon, quand on est seul devant son écran, moi j'aurais envie de dire, je ne sais plus quel jour j'ai écouté une émission. Honnêtement, il me semble que j'ai dû dormir. Enfin, dormir, peut-être 3 minutes, 5 minutes. Parce que quand j'ai repris le fil de l'histoire, j'ai dit, tiens, j'ai raté un truc. Et donc, pour les élèves, moi, je trouve que c'est le système de l'enseignement à distance, quand ça entraîne une certaine passivité, un manque de réactivité, un manque de curiosité. Enfin, moi c'est ce qui me gêne le plus, quoi, voilà. Puis en même temps, c'est agréable d'avoir des relations. Alors bon, c'est vrai que quand on ne peut pas faire autrement, c'est absolument magnifique. Moi, je vois que je suis seule ce soir. Au lieu d'être seule, je ne suis pas seule. Je suis avec des gens, j'écoute des choses que je n'aurais peut-être pas écoutées autrement. Donc voilà, il y a la culture qui vient chez moi, qui s'invite chez moi. Et ça nécessite quand même une certaine curiosité. Et si on est passif devant ce qui nous arrive, je ne vois pas l'intérêt Enfin, je ne vois pas ce que ça peut nous apporter. Voilà. C'est une réflexion personnelle. Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que j'ai raconté, mais voilà. C'est le réel. C'est le rapport que nous avons avec le réel. Et bien sûr. Ce gamin qui bâille, ce gamin qui s'ennuie, c'est ce réel. Vous savez, Alexandra pourrait en parler, mais on a toujours un campus numérique. Et vous vous rappelez, Alexandra? Oui, tout à fait. Le campus numérique, alors il fallait se connecter de temps en temps pour montrer qu'on était attentif. Tout ça, c'était vraiment une farce. Oui. Et c'était une manière de se faire croire qu'on garantissait une relation réelle avec des gens. Et évidemment que tout ça est pétri d'illusions. Alors, madame, c'est vrai que l'enseignement, c'est tellement une chose qui met en jeu des aspects relationnels réels avec les élèves. Le minuscule encouragement que vous pouvez faire en réel à un enfant, à un élève, je vois un bébé formidable. Bien sûr, tout à fait. Et ce minuscule encouragement, il est perceptible beaucoup plus présentiel qu'en ligne. Oui. J'aurais envie de dire, c'est un peu le système du masque, parce que moi, il m'arrive derrière mon masque de sourire. Et je me dis, c'est dommage que la personne qui est en face de moi, je lui souris parce qu'il a fait quelque chose qui m'a plu ou il est agréable, quoi. Et que, bon, alors sauf s'il regarde mes yeux, peut-être il verra quelque chose. Mais sinon, justement, le masque empêche l'échange, tout comme je trouve le système de l'écran empêche l'échange. Et l'éducation, l'information, etc.,
ça passe forcément par un échange. Sinon, ben, je sais pas, on vous donne tout comme ça sur un plateau, mais ce plateau, qu'est-ce que vous en faites? Moi, c'est ça, si vous voulez, ce qui m'interpelle. Voilà. Moi, j'ai enseigné 35 ans et demi, j'ai adoré enseigner, j'ai adoré mes élèves et je pense qu'il y a un bon feeling avec mes élèves, mes étudiants. J'étais biologiste et bon, j'ai fait des générations entières de médecins, de pharmaciens, de dentistes, de professeurs, etc. Je pense que à travers ma matière, c'est un peu, enfin, c'était ma matière et c'était moi que les élèves, je n'aurais pas aimé, mais apprécié, ou voilà, c'est un tout. C'est pas seulement ce qu'on délivre comme connaissance, quoi. Il y a autre chose, il y a autre chose. Et l'écran, ben, empêche tout ça, quoi. Là. Mais par contre, quand on ne peut pas faire autrement, c'est extraordinaire. Comme système, c'est extraordinaire. Je reconnais. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis en retraite et je ne suis pas jeune. Mais ça ne doit pas être le seul système. C'est la différence entre aller à la synagogue, entendre un office et entendre mon rabbin bien-aimé faire la même chose en Zoom. L'Abdallah à la synagogue et l'Abdallah en Zoom. Et ça pas, il manque l'odeur, il manque la lumière, mais c'est quand même mieux que rien. Mieux que rien. Votre rabbin bien-aimé parlait du fait que les élèves habitaient chez leur maître dans des temps très anciens. Et vous savez que dans les systèmes de transmission qu'on appelle de l'économie informelle, en Afrique notamment, en Asie, il y avait un système qui s'appelait le système sahélien, le système côtier. Enfin bon, je vous la fais rapide. Et bien, dans le système sahélien, l'élève qui apprenait le métier de maçon, de forgeron, de ce que vous voulez, habitait chez son maître. Et ce système perdure encore dans une partie du monde. Et vous savez qu'un actif sur 2 dans le monde travaille dans l'économie informelle. Donc, c'est des systèmes encore très, très vivaces, mais dans nos sociétés où on a fait de l'école le lieu du savoir, séparé de la famille, des lieux de formation intellectuelle sont complètement compartimentés. Ce réel-là, ce réel du quotidien échappe au monde de l'enseignement. C'est très dommage. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, finalement, aujourd'hui, l'enseignement par Zoom, ça peut être considéré comme un geste barrière. Est-ce que, selon vous, c'est une barrière à la transmission au-delà du savoir savant? C'est-à-dire, le savoir savant, on comprend qu'on peut le transmettre puisqu'on le reçoit d'une manière passive, mais l'enseignement transversal qui va être nourri donc par les réactions des enseignants, en l'occurrence comme le soulignait Madame Michaud, est-ce que, selon vous, c'est une barrière justement à ce côté social qui nourrit le fond même de l'enseignement, qui va permettre à l'étudiant de s'approprier le savoir, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a une socialité. Il y a une socialité dans le savoir. Le savoir n'existe que parce qu'il est partagé. Le savoir n'existe jamais en tant que savoir pour lui-même. Hein. Il n'existe que parce que les hommes se l'approprient. Autrement, ce n'est pas du savoir. Et oui, je crois que la généralisation trop hâtive de l'enseignement à distance comporte ce risque-là, oui, de délégitimer, c'est-à-dire de rendre inauthentique le savoir, qui est un savoir aussi qui n'existe que parce qu'il est partagé avec les autres. Je pense que ce risque existe. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Oui, tout à fait. Et j'ai une autre question. Est-ce que selon vous, le fait, par exemple, qu'un étudiant puisse… Donc, je prends l'exemple d'un étudiant, mais ça peut être un public adulte plus, des enfants. Est-ce que le fait, selon vous, qu'il n'y ait pas le conditionnement nécessaire… Je m'explique. Un enfant va se préparer, va s'habiller, se conditionner. Je mange pour aller à l'école, je vais rentrer dans la voiture pour aller à l'école. Il y a tout un conditionnement. Quand on arrive devant un Zoom, on ne s'est pas conditionné de la même manière. Est-ce que peut-être nous n'avons pas préparé au niveau cognitif notre esprit et au niveau psychique à recevoir cet enseignement et à s'impliquer en fait? Est-ce que aussi on ne désacralise pas l'enseignement, que ce soit du côté professoral que du côté étudiant? Est-ce que finalement on se dit bon, j'ai un Zoom, vite, je me prépare pour faire mon Zoom, bon, je sais ce que je vais leur transmettre. Le tronc supérieur, l'homme tronc ou la femme tronc. Oui. C'est ça.
Voilà. Oui, alors, et vous savez, l'idée de se préparer pour, l'idée de manger pour, l'idée de, et vous faites référence au caractère, à la sacralité de l'enseignement, ce pourquoi je me sacrifie. Je sacrifie une partie de mon intimité, une partie de mon temps pour cette opération d'aller chercher du savoir chez autrui. Alors quand je suis un enfant qu'on m'y contraint, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très significatif, mais lorsque je suis un adulte et que cet adulte-là fait cette démarche de se déplacer, sans doute que ça a un poids plus important, sans doute, ça je suis absolument d'accord avec vous. Mais je me garde bien d'avoir un discours trop catégorique. Je ne peux rendre compte que de quelques craintes, peut-être infondées, peut-être qu'on sera tous rassurés dans quelques années, c'est possible, hein, faut l'espérer. Faut espérer. J'aimerais une dernière question pour conclure. Je me posais en vous écoutant une question sur l'équilibre qu'on pourrait trouver entre. Donc effectivement, on perd beaucoup de choses. On perd un certain nombre de choses lorsqu'on enseigne à distance, mais est-ce qu'on n'en gagne pas aussi d'autres? C'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes, et moi je me rends compte avec par exemple le cours de ce soir, par exemple, les personnes qui assistent à la conférence de ce soir n'auraient pas pu assister dans un autre contexte Bien à cette sûr, conférence. bien sûr. Des personnes qui sont handicapées parfois, qui sont dans des situations où ils sont enfermés chez eux, n'auraient pas pu se déplacer. Et je me rends compte que je perds un public et que j'en gagne un autre, et que ce soit dans le cadre du public des personnes qui viennent, et également de la manière dont on écoute. C'est-à-dire que je perds une forme de concentration en étant à distance, mais également, par exemple, ça me permet de pouvoir, lorsque je prends un cours sur texte, de pouvoir faire suivre tout le monde, de partager mon écran, comme si on partageait ma vision. Voilà, donc il y a la technique, et c'est ça un petit peu voilà, c'est pas l'équilibre, en tout cas, il y a un manque à gagner, mais il y a d'autres choses qu'on peut également récupérer par ce même canal. Les économistes parlent, il y a soit des externalités positives, soit des externalités négatives. Et là, c'est une externalité positive. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne, avoir ce gain. On a ce gain. On s'y attendait un petit peu quand même. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr, il est très important. Il est très important. Et il y a une démocratisation du savoir pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'il fait froid, parce qu'elles n'ont pas la mobilité, etc. Ça, c'est très important. Et moi, je pense que les systèmes hybrides, c'est-à-dire d'enregistrement, de captation, de podcasting, etc., en même temps que du présentiel, c'est sans doute ce qui va se généraliser. Et avec des gens qui préféreront se déplacer, affronter la bise et le blizzard, et puis des gens qui ne pourront pas ou qui, pour des raisons familiales X ou Y. Et sans doute que ça nous conduira peut-être à un peu plus de tolérance sur le fait qu'il y a des gens qui sont là et puis des gens qui ne sont pas là. Et peut-être que ça nous ouvrira un peu l'esprit de ce point de vue-là. Et ça, c'est peut-être pas mal aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à voir d'ailleurs dans certaines synagogues qui se sont rendus compte à cause ou grâce au confinement que certaines personnes qui ne venaient pas aux offices parce qu'elles ne pouvaient pas venir étaient par contre systématiquement présentes. Et du reste, on m'a rapporté, certains collègues m'ont rapporté qu'on leur faisait des reproches. Mettez le micro plus proche ou parlez plus fort. Ou Oui. on n'arrive pas à vous entendre correctement. Donc les personnes étaient véritablement investies comme si elles étaient présentes au point de faire des reproches comme si on y était là. C'est que vraiment, quand on arrivait à ce moment-là, c'est qu'on est vraiment dedans. Quoi. Et qui se lèvent devant leur écran pour la lecture de la Mida, etc. Pour participer de manière générale. Donc effectivement, peut-être que ce confinement aura apporté, et c'était ce que disait le grand Baouana, le grand de Marseille, disait qu'il s'est rendu compte de la nécessité de mettre de faire participer, même en temps normal, en dehors du confinement, de faire participer ces personnes-là aux offices et de garder en fait les systèmes qu'il avait mis en place. Il avait mis en place pendant le confinement un système de captation de l'office et il l'a conservé après le confinement. Et voilà. Et il avait plus de monde. Et alors, ça, à la rigueur, au niveau de l'office, ça ne change pas, mais au moins, il a touché plus de personnes. Personnes qui auraient préféré, qui auraient pu être là. Alors effectivement, c'est un système hybride que seul le confinement a pu faire naître. On n'a pas pu, dans d'autres circonstances, avoir la présence d'esprit de mettre en place.
Monsieur le professeur Denis Poisson, merci beaucoup pour cette échange que nous avons eu. Merci à vous pour votre accueil. C'est important, voilà, dans le cadre de ces moments voilà, inédits, enfin, en tout cas, autant inédits qu'inouïs, en tout cas de notre vivant, de pouvoir avoir cet échange sur ces réflexions-là. Et en tout cas, toutes les personnes qui sont ici présentes, qui vous ont entendu, étaient par défaut intéressées, puisqu'on était en train de procéder à de l'enseignement et de l'apprentissage à distance. Donc, c'était tout à fait à propos. Merci beaucoup à Alexandra d'être à l'origine de cette… Merci Alexandra. Merci à vous tous. Et à tous ceux qui ont participé. Et en premier, vous, monsieur le professeur Denis Poisson. Oui, merci. Je vous en prie. Merci.